Il existe un pays en Europe qui n'a pas connu la guerre depuis 500 ans. Un pays si petit que l'état de Chihuahua, au Mexique, pourrait le contenir environ 4 fois. Et pourtant, il possède plus de richesses par habitant que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon ou n'importe quelle nation que vous pourriez citer. Un pays où les trains arrivent avec une marge d'erreur de quelques secondes, où le chocolat que l'on mange dans le monde entier a été inventé, et où vous allez avoir du mal à le croire sous la plupart des immeubles résidentiels, se trouve un bunker nucléaire construit par obligation légale, prêt à abriter toute la population en cas de catastrophe. Ce pays, c'est la Suisse. Et le plus incroyable, c'est pas qu'elle soit riche, c'est la façon dont elle y est parvenue, en faisant presque tout l'inverse de ce que font les autres pays du monde. Aujourd'hui, nous allons parcourir les 10 faits les plus fascinants sur la vie réelle en Suisse, du numéro 10 au numéro 1. Je vous préviens tout de suite. Le fait numéro 2 est si troublant et si difficile à croire que beaucoup de gens, en l'entendant pour la première fois, pensent que c'est une exagération. Ça n'en est pas une. Mais nous y viendrons. Restez jusqu'à la fin. Et si vous adorez découvrir comment vivent les gens dans les endroits les plus surprenants de la planète, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun documentaire de cette chaîne. Fait numéro 10, 4 langues, une seule nation. Commençons par quelque chose qui semble impossible, mais qui, en Suisse, est le quotidien. Imaginez qu'au Mexique, selon la ville où vous vivriez, vous ne parliez pas seulement espagnol, mais peut être aussi allemand, français ou italien, et que les documents officiels, les panneaux, les contrats et les journaux soient rédigés dans toutes ces langues en même temps. Dans la plupart des pays, ce serait la recette parfaite pour le chaos politique, les conflits ethniques, les envies de sécession, mais en Suisse, ça fonctionne ainsi depuis des siècles, et de manière étonnamment paisible. La Suisse a 4 langues officielles. L'allemand, la langue de la majorité, parlé par environ 63% de la population. Le français, dans l'ouest du pays, par près de 23%. L'italien, dans le sud, surtout dans le canton du Tessin, par environ 8%. Et le romanche, une langue ancienne issue du latin, que seules quelques dizaines de milliers de personnes parlent encore aujourd'hui, dans les vallées du canton des Grisons, à l'est. Ce qui rend cela vraiment fascinant, ce n'est pas seulement l'existence de 4 langues, mais le fait que chaque région possède une personnalité complètement différente, qui va bien au-delà de la langue. Les Suisses germanophones sont connus pour leur ponctualité quasi obsessionnelle, leur ordre, leur pragmatisme. Si vous avez rendez-vous avec un Suisse alémanique à 15:0 et que vous arrivez à 15:03, vous êtes déjà en retard. Et ce n'est pas une blague, c'est la culture réelle. En revanche, si vous passez du côté francophone, vers Genève ou Lausanne, l'ambiance change. Les gens sont plus détendus, plus ouverts à discuter avec des inconnus, plus proches de la philosophie française du plaisir de vivre. Et si vous descendez au Tessin, au sud, vous vous croiriez en Italie. Des palmiers au pied des Alpes, des cafés serrés, du risotto et des soirées qui s'étirent autour de la conversation et de la bonne chère. Les Suisses ont même un nom amusant pour la frontière entre la partie alémanique et la partie francophone. Ils l'appellent le Röstigraben, littéralement le fossé du rösti. Parce que le rösti, un plat de pommes de terre râpées et frites, est très consommé dans la région alémanique, alors que les francophones n'y touchent pratiquement pas. Autrement dit, la frontière culturelle la plus célèbre du pays ne porte pas un nom politique ou historique, mais celui d'un plat de pommes de terre. Ça, c'est bien suisse. Et comment une telle nation reste-t-elle unie? Grâce à quelque chose que nous verrons plus loin dans ce documentaire. Un système politique radicalement différent de celui de tous les autres pays du monde, qui donne le pouvoir directement aux citoyens comme nulle part ailleurs. Mais ça, c'est pour plus tard. Continuons. Fait numéro 9, le chocolat comme religion. Quand quelqu'un dit « c'est de la qualité suisse », tout le monde comprend ce que ça signifie. La Suisse est devenue synonyme mondial de précision et d'excellence dans beaucoup de domaines, mais peu sont aussi populaires que son chocolat. Et là, les chiffres vont bien au-delà du cliché touristique. En 2024, les 17 principales chocolateries de Suisse ont produit plus de 209 000 tonnes de chocolat, dont 72% ont été exportés vers 149 pays à travers le monde. La Suisse est l'un des plus grands exportateurs de chocolat de la planète en valeur, même si l'Allemagne et la Belgique la dépassent en volume. La différence, c'est le prix. Le chocolat suisse s'exporte à une valeur moyenne de près de 9 000 $ la tonne, ce qui le place dans une catégorie de luxe sur le marché mondial. Mais ce qui laisse vraiment bouche bée, ce ne sont pas les chiffres d'exportation, c'est la consommation intérieure. Les Suisses sont les plus gros consommateurs de chocolat par habitant au monde. En moyenne, chaque habitant en consomme environ 10-6 kg par an. Pour vous donner une idée, un Mexicain moyen en consomme environ 700 J par an, un Suisse en mange 15 fois plus. En Suisse, le chocolat n'est ni un caprice ni un cadeau spécial. Il fait partie de l'alimentation quotidienne. Pourquoi la Suisse est-elle devenue la capitale mondiale du chocolat? L'histoire commence au 19e siècle, quand des chocolatiers suisses comme François-Louis Caillé, Daniel Peter et Henri Nestlé, oui, ce Nestlé, là ont mis au point des techniques qui ont transformé le chocolat pour toujours. Daniel Peter fut le premier à ajouter du lait condensé au chocolat solide, créant le chocolat au lait tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était en 1875 dans le canton de Vaud. Avant cela, le chocolat était amer, âpre et se consommait surtout sous forme de boisson. Peter en a fait l'un des produits les plus consommés au monde.
Et voici le détail que peu de gens connaissent. Ce même Henri Nestlé, qui a collaboré avec Peter sur ses expériences, est le fondateur de Nestlé, la plus grande entreprise agroalimentaire de la planète, dont le siège se trouve toujours en Suisse, à Vevey, au bord du lac Léman. Alors la prochaine fois que vous prendrez un produit Nestlé, du lait, du café, des céréales ou de l'eau en bouteille, vous toucherez l'héritage d'un monsieur suisse du 19e siècle, obsédé par le lait et le cacao. Fait numéroui, peu de montres, des millions gagnés. Il y a une chose que les Suisses maîtrisent avec une précision qui dépasse largement la métaphore, fabriquer des montres. Et les chiffres de 2024 racontent quelque chose qui semble contradictoire au premier abord, mais qui révèle tout sur la mentalité suisse. La Chine a exporté 595 millions de montres en 2024. La Suisse en a exporté 3 millions. La Chine en a donc vendu 39 fois plus en nombre d'unités. Pourtant, la Suisse a facturé près de 30 milliards de dollars d'exportation horlogère cette même année, contre 5 milliards pour la Chine sur ses 595 millions de pièces. Autrement dit, une montre suisse exportée vaut en moyenne environ 1837 dollars, tandis qu'une montre chinoise en vaut environ 8. L'industrie horlogère suisse ne joue pas la carte du volume, elle joue celle de la valeur, et là, elle n'a aucun rival. Comment la Suisse en est-elle venue à dominer l'horlogerie de luxe mondiale ? L'histoire est plus ancienne et plus surprenante qu'on ne l'imagine. Au XVIe siècle, les huguenots des protestants persécutés en France ont fui vers Genève en emportant avec eux un savoir-faire artisanal raffiné. L'église calviniste de Genève, très stricte quant à l'ostentation, interdisait à l'époque le port de bijoux et d'ornements personnels. Privés de marché pour leurs bijoux, les joailliers genevois se sont tournés vers une industrie alternative, l'horlogerie de précision. Ainsi, une loi religieuse du XVIe siècle est devenue l'un des facteurs fondateurs de l'industrie la plus rentable de Suisse, 400 ans plus tard. L'histoire a ce genre de retournement. Aujourd'hui, des marques comme Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC ou Breitling pèsent dans le monde de l'horlogerie autant que Ferrari ou Lamborghini dans celui de l'automobile. Et elles sont toutes suisses. Il existe même une loi en Suisse, les normes du label Swiss Made, qui définit avec une précision chirurgicale les conditions qu'une montre doit remplir pour porter la mention Swiss Made sur son cadran. Ce n'est pas une simple étiquette, c'est une garantie juridiquement protégée qui vaut chaque année des milliards de dollars en réputation commerciale. Vous porteriez une montre à 1800 dollars ou vous préférez une à 8 dollars? Dites-le moi en commentaire. Et si ce que vous découvrez sur la Suisse vous plaît, mettez un like à la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Fait numéro 7, un mondial de l'innovation. C'est l'une de ces affirmations qui sonne comme du marketing exagéré, jusqu'à ce qu'on regarde d'où elles viennent. L'indice mondial de l'innovation est établi chaque année par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'organisme des Nations Unies qui régule les brevets et les droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. C'est, autrement dit, la mesure la plus sérieuse au monde de la capacité d'innovation des pays. La Suisse a dominé ce classement en 2025 avec 66 points, et elle le domine depuis 15 années consécutives. 15 ans, ce n'est pas une bonne année, c'est une tendance structurelle. Pourquoi la Suisse innove-t-elle autant tout en étant si petite ? Avec à peine 9 millions d'habitants moins que la ville de Mexico, elle dépose plus de brevets par habitant que presque toutes les nations de la planète. L'explication comporte plusieurs couches. Premièrement, ses universités. L'école polytechnique fédérale de Zurich, connue sous le nom d'ETH Zurich, est régulièrement classée parmi les 10 meilleures universités techniques du monde, comparable au MIT américain. Elle a produit 20 et un prix Nobel, dont Albert Einstein, qui y a étudié entre 1896 et 1900. Deuxièmement, l'investissement dans la recherche et le développement. La Suisse y consacre environ 3-5% de son produit intérieur brut, l'un des pourcentages les plus élevés au monde. Mais le plus intéressant et peut être la concentration d'entreprises pharmaceutiques et scientifiques que compte le pays. À Bâle, à l'extrême nord-ouest, à la frontière avec l'Allemagne et la France, sont concentrés deux des laboratoires pharmaceutiques les plus importants du monde, Roche et Novartis. Tous deux ont leur siège à Bâle et emploient, à eux deux, des dizaines de milliers de personnes rien qu'en Suisse. Novartis, né en 1996 de la fusion de Ciba-Geigy et Sandoz, deux géants suisses, est l'un des 5 plus grands laboratoires du monde. Roche est la société la plus valorisée d'Europe en capitalisation boursière. Des médicaments qui sauvent aujourd'hui des millions de vies dans les hôpitaux du monde entier, des traitements contre le cancer aux antiviraux, ont été mis au point dans des laboratoires suisses. La neutralité politique de la Suisse a joué un rôle historique clé dans tout cela. Pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, alors que l'industrie chimique et pharmaceutique d'Allemagne, de France ou d'Italie était détruite ou reconvertie pour l'effort de guerre, les entreprises suisses pouvaient continuer à fonctionner normalement, à exporter vers tous les camps du conflit et à bâtir des relations commerciales mondiales que leurs concurrents européens ont perdues à jamais. La paix est devenue un avantage compétitif. Fait numéro 6. Le peuple décide directement. Voici quelque chose qui, dans les pays latino-américains, sonne presque comme une utopie. En Suisse, n'importe quel citoyen peut modifier la Constitution ou annuler une loi votée par le Parlement. Ce n'est pas une formule poétique ni une exagération. C'est le fonctionnement quotidien du système politique suisse,
Et cela porte un nom, la démocratie directe. Le mécanisme est le suivant. Si un groupe de citoyens recueille 100 000 signatures en 18 mois, il peut soumettre n'importe quelle proposition de modification constitutionnelle à un vote national. Et s'il recueille 50 000 signatures en 100 jours, il peut demander un référendum pour rejeter n'importe quelle loi que le Parlement vient d'adopter. Ces votations ont lieu plusieurs fois par an, et la participation citoyenne fait partie de la culture depuis plus de 150 ans. Parmi les sujets soumis directement aux Suisses par référendum, on trouve des choses qui, ailleurs, seraient impensables. Faut-il construire de nouvelles autoroutes ? Faut-il accepter ou rejeter tel type d'énergie nucléaire ? Faut-il augmenter le salaire minimum ? Faut-il réformer le système de retraite ? En 2024, les Suisses ont voté en référendum pour instaurer une très et rente de retraite, c'est à dire 1 mois de pension supplémentaire par an. Et la proposition a été approuvée directement par les citoyens. Ce système rend la politique suisse radicalement différente de ce que connaissent le Mexique, l'Argentine, la Colombie ou n'importe quel pays latino-américain. Les responsables politiques ne peuvent pas simplement faire voter ce qu'ils veulent et attendre tranquillement 4 ou 6 ans jusqu'à la prochaine élection. Toute loi importante peut être contestée en quelques semaines par n'importe quel groupe organisé de citoyens. Cela engendre une politique plus prudente, plus négociatrice, plus tournée vers le consensus. Et qui gouverne la Suisse ? Voilà une autre singularité qui mérite d'être mentionnée. La Suisse n'a pas de président fort doté de larges pouvoirs exécutifs. Le pouvoir exécutif est entre les mains d'un conseil fédéral composé de 7 ministres, élus par le Parlement, qui prennent les décisions de façon collective. Chaque année, l'un de ces 7 ministres reçoit le titre de président de la Confédération, mais c'est un rôle essentiellement cérémoniel et tournant. Le chef de l'État suisse actuel est quelqu'un que la plupart des gens seraient bien incapables de nommer, et en Suisse, c'est précisément le signe que le système fonctionne bien. Fait numéro 5 hors de prix, mais très bien payé. Voici une réalité que les Suisses vivent avec un mélange de fierté et de résignation quotidienne. La Suisse est régulièrement l'un des pays les plus chers de la planète. En 2026, le coût de la vie y est en moyenne 66% plus élevé qu'aux États-Unis. Selon les données de Numbeo, à Zurich, la plus grande ville du pays, la location d'une chambre dans un appartement coûte en moyenne 3 300 $ par mois. Un café à Genève revient à environ 5 $. Un hamburger dans un restaurant ordinaire peut facilement coûter 25 $. Une famille de 4 personnes doit dépenser, rien qu'en frais courants et sans compter le loyer, plus de 500 francs suisses par mois, soit environ 5 800 pour vivre de façon standard. Comment les gens survivent-ils à de tels prix grâce à des salaires d'un tout autre niveau ? Le salaire brut moyen en Suisse en 2024 était d'environ 6 700 francs suisses par mois, soit plus de 7 500. Pour remettre les choses en perspective, le salaire minimum au Mexique tourne autour de 250 $ par mois. Un travailleur suisse moyen gagne en 1 mois, ce qu'un travailleur mexicain gagne en 2 ans et demi. Ce n'est pas que les Suisses soient plus intelligents ou plus travailleurs, c'est que leur économie est structurée d'une manière complètement différente, avec une productivité très élevée, une spécialisation dans des secteurs à forte valeur ajoutée, pharmacie, horlogerie, banque, chimie, technologie et un système qui a mis des siècles à se construire. Il faut toutefois le dire, cette richesse n'est pas parfaitement équitable. La Suisse a un coefficient d'inégalité de 30 et un point sur l'indice de Gini où 0 correspond à l'égalité parfaite et 100 à l'inégalité parfaite. Ce qui reste modéré à l'échelle mondiale, mais signifie qu'il existe des Suisses qui vivent très serrés, en particulier les immigrés récents, les travailleurs des services et les habitants des grandes villes. 4% de la population vit en situation de pauvreté relative, alors même qu'il s'agit de l'un des pays les plus riches du monde. La richesse moyenne masque des différences bien réelles. Mais même avec ces inégalités, le niveau de vie général est extraordinaire. L'espérance de vie en Suisse est de 83,8 ans, l'une des plus élevées de la planète. Le système de santé, bien que coûteux pour l'usager chaque Suisse, paie une assurance maladie privée obligatoire et de qualité mondiale de premier plan. Et l'indice de qualité de vie de Numbeo a placé la Suisse au 5 rang mondial en 2026, avec d'excellentes notes en pouvoir d'achat, sécurité et climat. C'est un pays cher, mais aussi un pays où bien vivre est plus accessible que presque partout ailleurs. Fait numéro 4, 500 ans sans guerre. Parlons maintenant de quelque chose qui, vu de l'extérieur, semble presque naïf, mais qui, en pratique, a été l'atout géopolitique le plus précieux qu'une nation ait possédé au cours des 5 derniers siècles. La neutralité armée de la Suisse. La Suisse n'a participé à aucune guerre internationale depuis 1515, année de sa défaite à la bataille de Marignan contre la France et l'Italie. Cette défaite fut si cinglante que les Suisses décidèrent collectivement que le commerce de la guerre ne leur était pas profitable et qu'il valait mieux se tenir à l'écart des conflits des autres. Depuis, la neutralité suisse a été formellement reconnue par les grandes puissances européennes au Congrès de Vienne de 1815 et elle s'est maintenue à travers les 2 guerres mondiales, la guerre froide et toutes les crises géopolitiques actuelles. Cela a permis à la Suisse quelque chose d'extraordinaire. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, alors que le reste de l'Europe brûlait, la Suisse continuait de produire, d'exporter, d'attirer des capitaux, de développer sa technologie et d'accumuler de la richesse. Ces banques sont devenues le refuge de l'argent de tous les camps du conflit.
Ces laboratoires pharmaceutiques pouvaient vendre des médicaments simultanément aux Allemands, aux Français et aux Anglais. Ces usines tournaient encore quand celles de ses voisins étaient détruites ou reconverties pour produire de l'armement. Il faut être honnête ici, cette neutralité a aussi eu ses zones d'ombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des banques suisses ont conservé de l'argent et des biens volés par le régime nazi à des familles juives et à d'autres persécutés. Cela a été reconnu et partiellement compensé des décennies plus tard, mais cela reste une part inconfortable de cette histoire de neutralité. Aucune position de pouvoir n'est totalement irréprochable, et la Suisse n'a pas fait exception. Aujourd'hui, la neutralité demeure un pilier de l'identité suisse. La Suisse n'est membre ni de l'OTAN ni de l'Union européenne, bien qu'elle partage ses frontières avec 4 pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. En revanche, elle abrite des centaines d'organisations internationales, dont la Croix-Rouge internationale fondée par le Suisse Henri Dunant en 1863, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce et des bureaux de l'ONU à Genève, ce qui fait de cette ville l'un des centres diplomatiques les plus importants de la planète. Fait numéro 3. Le revenu le plus brutal. Nous arrivons à l'un des chiffres les plus brutaux de ce documentaire. Et il est brutalement simple. Le revenu par habitant de la Suisse en 2025 était d'environ 116 000 $ par personne et par an. Cela, en fait, le 3e pays du monde par le revenu par habitant en valeur nominale, derrière le Luxembourg et Singapour, et très au-dessus des États-Unis, qui tournent autour de 425 000 $. Pour rendre cela plus concret, alors que le produit intérieur brut par habitant est d'environ 11 600 $ par an au Mexique, il est 10 fois plus élevé en Suisse. Pas le double, pas le triple, 10 fois plus. En Colombie, il est d'environ 7 000 $. Au Pérou, près de 8 000 $. En Argentine, autour de 13 000 $. La Suisse produit en une semaine de travail autant de richesses que beaucoup de pays latino-américains en 2 mois. Comment un pays si petit sans pétrole, sans grandes ressources naturelles, sans façade maritime, encerclé de montagnes, en est-il arrivé là? La réponse tient à une combinaison de facteurs que nous avons vus tout au long de ce documentaire, la neutralité politique qui lui a permis d'accumuler du capital pendant des siècles de guerres européennes, le système bancaire qui a attiré la richesse du monde entier, les industries à très forte valeur pharmacie, horlogerie, finance, le système éducatif qui produit une innovation constante, et une culture du travail, de la précision et de la confiance institutionnelle qui fait que les contrats sont respectés, que les trains arrivent à l'heure et que l'argent investi porte ses fruits. Le produit intérieur brut total de la Suisse a dépassé le cap des 1000 milliards de dollars en 2025. C'est plus que le PIB total de l'Argentine, de la Colombie et du Pérou réunis. Tout cela généré par 9 millions de personnes tenant sur un territoire à peine plus grand que l'État d'Hidalgo. L'économie suisse est la 21e du monde par la taille, mais la 3e par la richesse par habitant. Cet écart entre la taille absolue et la richesse par tête est le résumé le plus précis de ce que représente la Suisse. Non pas le plus grand géant, mais le plus efficace. Fait Nugre 2, un bunker pour chaque citoyen. Voici le fait que je vous ai promis au début, celui que beaucoup ne croient pas en l'entendant pour la première fois. Soyez très attentifs, car chaque mot ici est vérifié. En Suisse, sous la plupart des immeubles résidentiels, il y a un bunker nucléaire. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité juridiquement établie par la loi depuis 1963. Laissez-moi vous expliquer comment la Suisse en est arrivée là. En pleine guerre froide, avec la menace nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique à son paroxysme, le gouvernement suisse a pris une décision qu'aucun autre pays occidental n'a prise de la même façon. Garantir par la loi à chaque résident du pays une place dans un abri anti-atomique situé à distance de marche de son domicile. La loi sur la protection civile de 1963 impose que tout nouvel immeuble résidentiel comporte un bunker capable de protéger ses habitants ou, à défaut, qu'il verse une contribution financière au fonds des abris publics. Le résultat, la Suisse compte aujourd'hui environ 370 000 abris anti-atomiques privés et publics, offrant une capacité combinée de 9 millions de places protégées. La population actuelle de la Suisse est de 8-9 millions de personnes. Autrement dit, il existe une place en bunker pour chaque Suisse et même quelques-unes de rab pour les touristes. Ces bunkers ne sont pas de simples trous dans le sol. Ils sont construits avec des murs en béton armé, des systèmes de filtration de l'air contre les contaminations nucléaires, chimiques et biologiques, des réserves d'eau potable, des provisions alimentaires, des générateurs électriques, des équipements médicaux de base et des systèmes de communication. Ils sont conçus pour maintenir leur population en vie pendant au moins 2 semaines en cas d'attaque nucléaire, d'attaque chimique ou de catastrophe de grande ampleur. Et ils sont inspectés et mis à jour régulièrement, par obligation gouvernementale. À titre de comparaison, l'Allemagne dispose d'abris pour environ 3% de sa population. L'Autriche en couvre près de 30%, mais avec des installations plus anciennes. La Norvège a même abrogé sa loi sur les abris en 1998, la jugeant dépassée. La Suisse, elle, non seulement ne l'a pas abrogée, mais continue de construire et d'améliorer son réseau.
Et voici le détail qui rend tout cela encore plus suisse qu'il ne l'est déjà. Beaucoup de gens utilisent leurs bunkers comme débarras, comme cave à vin, comme pièce de rangement supplémentaire. C'est un espace fonctionnel du foyer qui, en cas d'urgence, peut se transformer en abri en quelques heures. Cette cohabitation quotidienne entre le banal et l'apocalyptique, condensée dans une pièce de béton sous le sol d'un appartement ordinaire, et peut être l'image la plus parfaite de la façon dont pense la Suisse. Préparée au meilleur et aussi, silencieusement, au pire. Vous vivriez sereinement en sachant qu'il y a un bunker nucléaire sous votre maison? Ou est-ce que ça vous mettrait mal à l'aise? Laissez votre réponse en commentaire, j'adore tous les lire. Fait numéro 1 riche sans qu'on les voie. Et nous voilà au numéro 1, le fait qui est, à mon avis, le plus révélateur de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. La Suisse est, à bien des égards mesurables, le pays le plus prospère du monde. Elle a l'un des revenus par habitant les plus élevés de la planète, la plus grande quantité d'innovation par tête, une démocratie directe qui fonctionne, une espérance de vie de près de 4,24 ans, des trains à l'heure à la seconde près, un système bancaire qui gère les fortunes du monde entier, et des entreprises comme Nestlé, Rolex, Novartis et Roche, leaders mondiaux dans leur secteur. Et pourtant, la Suisse est l'un des pays au profil international le plus discret du monde. Elle ne projette aucune puissance militaire, elle n'a pas d'armée qui intervient dans des conflits étrangers, ne cherche pas d'influence géopolitique, n'a colonisé personne, elle n'a pas la présence médiatique des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni. Le paradoxe est le suivant. La Suisse est devenue extraordinairement riche, puissante et influente en faisant exactement l'inverse de ce que font la plupart des pays riches et puissants. Au lieu de s'étendre, elle s'est resserrée. Au lieu de se battre, elle a négocié. Au lieu de coloniser, elle a attiré. Au lieu d'imposer, elle a persuadé. Au lieu de faire du bruit, elle a bâti, en silence, des institutions solides. Et ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie séculaire. Genève abrite aujourd'hui des centaines d'organisations internationales. Non pas parce que la Suisse les a conquises, mais parce qu'elle leur a offert neutralité, stabilité et discrétion. Les banques suisses gardent l'argent de la planète non pas parce qu'elles l'ont pris de force, mais parce qu'elles ont offert confidentialité et solidité institutionnelle. Les entreprises du monde choisissent d'installer leur siège en Suisse, non pas parce qu'on les y oblige, mais parce que le pays a une fiscalité bien calibrée, un système judiciaire fiable, des infrastructures impeccables et une main-d'œuvre hautement qualifiée. La Suisse est la preuve vivante qu'on peut construire une civilisation de très haut niveau, sans pétrole, sans littoral, sans grand territoire, sans armée impériale, sans colonie et sans faire trop de bruit. C'est l'argument le plus solide qui existe contre l'idée que la richesse d'un pays dépend avant tout de ses ressources naturelles ou de sa taille. Elle dépend de ses institutions, de sa culture, de ses décisions collectives au fil du temps, et cela, contrairement au pétrole, ça peut se construire. La Suisse n'est pas parfaite. Elle connaît des inégalités, elle traîne son histoire inconfortable avec l'argent nazi, elle a un coût de la vie qui en exclut beaucoup, et une culture que les étrangers perçoivent parfois comme froide et fermée. Mais comme modèle de construction d'une prospérité durable, d'une démocratie qui fonctionne, d'une innovation qui ne s'arrête jamais, et d'une paix qui se maintient non par naïveté, mais par conviction calculée. Peu de pays dans l'histoire du monde ont quelque chose de comparable à montrer. Voilà la Suisse, un pays que presque personne ne connaît vraiment, qui tient dans un espace minuscule entre les montagnes, et qui démontre depuis des siècles que la manière la plus intelligente de gagner est parfois de ne pas participer au jeu des autres. Et si vous voulez continuer à découvrir comment vivent les gens dans les endroits les plus extraordinaires de la planète, abonnez-vous dès maintenant, car chaque semaine, un nouveau documentaire vous attend et vous ne voudrez pas le manquer.